Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie OB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on va se baser sur ce modèle-ci. Donc, on va faire nos analyses ici en 10 minutes, d'accord? Donc, l'analyse ici sera basée premièrement sur la stabilité ou la croissance des revenus, d'accord? La croissance des revenus ici, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende s'il y en a. D'accord? Donc, la première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des revenus ici? On se rend compte que sur les 10 dernières années ici, on a à peu près une croissance des revenus aux alentours de 9,76% avec en base décembre 2021. Donc, sur les 10 dernières années, 9,76%, sur les 5 dernières années, 7,61% et sur les 3 dernières années, 5,55%. Donc, ici, on peut constater que l'année avant la période de la pandémie, donc on avait à peu près une croissance à peu près dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que si on prend notre croissance ici future, on va couper la poire en deux. Je sais que sur les 3 dernières années, c'était 5% de croissance. Donc, on va prendre ici 5% de croissance en moyenne. Mais attention, ici, c'est moi qui le prends, d'accord? Donc, vous devez lire les rapports financiers afin de bâtir une conviction. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on aurait une croissance de 5%? Quelle est la croissance moyenne attendue? Quelle est la stratégie du management? Quelle est la taille même du marché? Donc, voilà les éléments. Et la croissance en elle-même, elle est due à quoi? Est-ce que c'est acquisition? Est-ce qu'elle est organique? Donc, voilà le genre d'informations que vous devez aller rechercher dans les rapports financiers. Donc, ici, pour moi, je prends une croissance de 5%. Le revenu actuel est de 411 millions. Donc, on a une stabilité, une croissance de revenus. Donc, on n'a pas besoin de faire à peu près une normalisation. Donc, ici, on est à peu près à 471 millions. Parfait. Donc, maintenant, il nous manque la dette nette. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez calculer la dette nette en faisant le ratio valeur d'entreprise moins capitalisation boursière ici. Donc, si ce ratio-là est positif, ça veut dire qu'il y a de la dette nette. S'il est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. Donc, ici, directement, on va utiliser nos logiciels. Donc, il nous dit ici qu'on a plutôt du cash net. Donc, on n'a pas de dette nette ici. Donc, vous remarquez ici là qu'attention, c'est marqué moins ici, mais quand c'est entre parenthèses, c'est moins. Quand il n'y a pas de parenthèse, ça veut dire que c'est plus. Parce que vous regardez ici, quand on fait 1000 plus 62, ça fait 66. Donc, on va revenir dessus. Donc, ici, la dette nette ici est plutôt positive. Donc, elle est aux alentours de 62 millions ici. Donc, je vais mettre ici de dette nette 62 millions. Donc, ici, on a 62 millions, c'est plutôt du cash net, d'accord? Donc 62 millions. Donc, au niveau des PER moyens, vu que c'est une compagnie qui exerce dans le secteur du consulting, je vous ai montré ici par rapport à la vidéo qu'on a fait sur Alten que parfois la classification n'est pas bien faite sur les sites sur les agrégateurs, donc sur les sites comme Yahoo Finance ou bien comme, voilà, comme Morningstar. Ici, on classe cette entreprise dans le secteur technologique, donc notamment dans le secteur des technologies d'information et de services. Donc, c'est une compagnie de consulting. Donc, selon ici la description de la compagnie, si vous allez voir ce qu'ils font, c'est du consulting essentiellement. Donc, c'est de la matière grise. La matière première ici, c'est le cerveau humain. Donc, ici, quand on va regarder ici dans le logiciel que j'utilise, qui est généralement Gros Focus, c'est totalement gratuit. Donc, Overview of Market Industry. Donc, je vais ici dans le secteur des industriels et je sélectionne Business Services. Donc, ici, vous allez voir qu'on a la partie Consulting Services, donc compagnie that provide management research and consulting services to business and other agencies. Donc, à la fin de la journée, vous prenez la traduction, donc vous copiez et vous allez dans DeepL coller et essayer de voir à quoi ça ressemble en français. D'accord, on l'a déjà fait plusieurs fois dans les vidéos précédentes, on ne va pas revenir dessus. En passant, Assa Abloy, c'est une très très belle entreprise. Donc, si vous aimez ce genre d'entreprise, allez-y, regardez cette entreprise-là, elle est tout simplement magnifique. D'accord. Donc, ici, ici qu'est-ce qu'on recherche? Ici, le PER moyen. Donc, ici, le Schiller PE ratio, généralement, prend en considération les PER moyens sur les 10 dernières années, donc ajustés à l'inflation. Donc, on peut se dire ici là que, bon, si on prend 20 fois les bénéfices, c'est à peu près correct. Donc, on peut également regarder la distribution ici. Vous constatez que la majorité des entreprises se retrouvent dans cette zone-ci. Donc, voilà, on peut dire 20 fois les bénéfices, c'est correct. Mais également, je vais prendre ça par rapport à l'historique de l'entreprise. Dans tous les cas de figure, c'est vraiment au cas par cas. Donc, avant de prendre une décision ici, n'allez pas regarder à ce niveau-ci parce que c'est pris uniquement sur les 12 derniers mois. Il faut prendre des PER sur une période assez élevée, d'accord, sur une dizaine d'années généralement de préférence. Donc, ici, les PER seront de 20. C'est purement, c'est pour moi. C'est moi qui les prends à 20 comme ça. Quelqu'un d'autre pourrait prendre des PER différents, mais attention, il faudrait savoir pourquoi est-ce que vos PER sont différents parce que le PER peut changer beaucoup de choses. Donc ici, je prendrai 20 fois les PER. Le nombre d'actions ici, encore une fois, je peux mettre ici, on se rend compte que le nombre d'actions, est-ce qu'il est stable ou croissant? On aime les actions qui sont stables. Donc vous constatez ici qu'elle a des actions stables. Donc c'est-à-dire que la compagnie n'a pas besoin d'émettre de nouvelles actions pour refinancer la croissance. Donc vous remarquez ici également qu'elle dégage des free cash flow. D'accord? Donc quand on regarde ici les bénéfices nets, vu qu'on recherche les bénéfices nets ici, quelles sont nos marges de free cash flow? Alors on regarde ici que les marges de free cash flow
sont aux alentours, alors les free cash flow ici sont aux alentours de, sur les 10 dernières années, on a 5, 3, 10 et 9. 3 dernières années, les free cash flow sont supérieurs à 7,5. D'accord. Donc, en moyenne, ici, on peut se dire qu'on est aux alentours de 6,5. Donc, quand on compare avec les marges nettes, il suffit juste pas de regarder les free cash flow. Il faut aller regarder ces free cash flow-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont supérieurs aux marges nettes? Attention, c'est très important. Donc, ici, les marges nettes sont également aux alentours de 6,5 ici. Je ne veux pas avoir précisément raison. Je vais avoir le moins tort possible. D'accord. Sur les 10 dernières années, on a eu ici 6,5. 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois sur 6, c'est pas beaucoup, mais à la fin de la journée, quand on essaie de faire une moyenne, soit on a 6, soit on a 6,5, je prendrai 6,5 parce que je suis assez optimiste vu l'entreprise ici, vous constatez qu'elle n'a pas besoin des mecs elle n'a pas énormément de capital expenditure. Donc, c'est une entreprise qui pourrait valoir 20 fois les bénéfices et 6,5 fois de marge bénéficiaire, ça pourrait à peu près suivre la tendance de cette entreprise. Surtout que les marges bénéficiaires ici sont élevées, les free cash flow également sont élevés ici par rapport à la moyenne. Donc, ici, on va prendre des marges de free cash flow de 6,5. Attention, ça c'est uniquement les chiffres. Il faut absolument lire les rapports financiers pour donner vie à ces chiffres-là. C'est très très important. D'accord. Donc ici, on essaye de dégager une moyenne, mais les free cash flow peuvent être plus élevés, notamment si la stratégie de l'entreprise c'est d'avoir des free cash flow plus élevés à X années de temps. Donc vous allez voir ce qu'ils réalisent. Donc attention, il faut que le management réalise ce qu'ils disent, d'accord. Il ne faut pas juste qu'ils vous annoncent des bons chiffres des bons chiffres dans 5 ans sans réaliser. Attention. Donc généralement, un management de qualité est conservateur, d'accord. Donc ici, la qualité du dividende, on va y revenir. Donc avec ces éléments, si on peut calculer la valeur de l'entreprise, d'accord. Donc on peut estimer la valeur de l'entreprise, d'accord. C'est une estimation. Donc ici, on a un revenu à peu près de combien? On a un revenu à peu près de 411 millions. Donc quand on prend ici 411 millions, 471, d'accord. Donc j'efface ça ici, 471 multiplié par 0,065, donc 6,5 fois 65% de ce montant-là. Donc ça fait à peu près 30 millions 600. Donc on va mettre 31 millions pour l'arrondi ici. On va mettre 31 millions. OK. Donc si on fait 20 fois les bénéfices, multiplié par 31 millions, plus le cash net divisé par le nombre d'actions, ça donne 51,46 € à 20 fois les bénéfices. Maintenant, si on ajoute la croissance, donc si on ajoute la croissance ici sur ce chiffre-ci, ça veut dire que le revenu qui est de 471 millions, d'accord, multiplié par 1,05, 5% de croissance sur les 5 prochaines années, exposant 5, ça donne ici 600 millions en 2026. Donc, multiplié par 0,65, donc les marges de free cash flow actuelles qu'on a estimées, ça donne à peu près 39 millions d'euros. Donc, à peu près, on va mettre 39 millions d'euros ici, d'accord, à 20 fois les bénéfices. Ça nous donne aux alentours de 780 millions, moins la dette nette, plus le cash net ici aujourd'hui divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 63 € l'action. Donc, vous pouvez également estimer, si vous êtes trop optimiste, vous allez vous dire que ça peut aller jusqu'à 25 fois les bénéfices tout en ayant une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Ça pourrait valoir combien? Vous tombez à 78 € l'action. Attention, ici, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. La période actuelle est compliquée. Comment est-ce que l'entreprise pourrait évoluer en période d'inflation? Il faut aller regarder ça. Est-ce qu'ils prévoient augmenter le prix de ce qu'ils produisent, entre parenthèses, d'accord, des services qu'ils fournissent? Donc, il faudrait aller regarder ça ici parce que les marges peuvent changer, d'accord? Les marges peuvent être plus élevées ou moins élevées. Donc, si elles se détériorent, il y aura également une pression au niveau des PER. C'est pour ça que je dis généralement, faites attention aux chiffres. Les chiffres peuvent raconter tout et n'importe quoi. Ne vous basez jamais uniquement sur des chiffres pour faire une analyse fondamentale. Ici, c'est de l'analyse quantitative, d'accord? Le quantitatif, c'est 50% du travail. Le qualitatif, c'est 50% du travail. Les deux, vous devez lire vos rapports financiers. C'est très, très important, d'accord? Donc, ici, la valorisation de cette entreprise, je vais dire qu'OK, on prend en considération les 5% de croissance sur les 5 prochaines années, d'accord? Avec à peu près des marges de 6,5%. Donc, si ça se réalise, d'accord, dépendamment de notre connaissance de l'entreprise ici, on dira que l'entreprise ici peut avoir une valeur de 63,52 €. Mais s'il n'y a pas de croissance et qu'on garde les free cash flow actuels, la marge actuelle, donc l'entreprise pourrait valoir 51,46. Donc au prix actuel ici de 53 $, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée sans croissance. D'accord, c'est déjà un bon point d'entrée. Maintenant, si la croissance est plus élevée, tant mieux. Mais elle est correctement évaluée sans croissance. Donc, celui qui va approfondir les résultats ici pourrait avoir une opportunité d'investissement dépendamment de la croissance des revenus et des marges. D'accord? Donc, je dirais que OB,
c'est une entreprise à creuser. Je ne dirais pas que ce n'est pas une opportunité ou quoi que ce soit. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il faut creuser, il faut aller plus loin que ça, d'accord? Donc, c'est une belle entreprise et elle mérite d'être dans une watchlist ici parce que regardez les marges, tout simplement exceptionnelles. Donc, il nous reste à peu près 39 secondes ici. Donc, vous constatez juste que en termes de dividendes ici, si l'entreprise revenait à vous verser la totalité de ses dividendes en termes de free cash flow ici, vous aurez reçu un montant de combien? Ici, c'est 31 euros ici. Donc, si on prend 31 euros divisé par la capitalisation boursière, ici, on a à peu près un rendement de 5%. D'accord? Donc, enfin, ce ne sera pas 5% exactement parce que si on fait 31 divisé par 7,03, ça vient ici à peu près à 4,4%. D'accord? Donc, le dividende actuel est de 2,8%, donc il y a à peu près c'est 50% à peu près de payout ratio, donc c'est le dividende est safe, il y a une possibilité de croissance également. Donc, on peut se dire qu'il est safe. Donc ici, le temps est écoulé, on a réussi à faire nos analyses en 10 minutes, encore une fois. C'est une bonne chose. Donc, maintenant, on va faire une conclusion simple. Je vous ai toujours dit ceci. Le dividende ici, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le rendement du dividende, la croissance du dividende, c'est des histoires qui ne servent à rien du tout. Si le dividende est présent, c'est bien. Maintenant, posez-vous la question. Ce dividende-là, il est issu de quoi? Il est issu du free cash flow. Ce free cash flow-là, présentement, est-ce que l'entreprise, la façon dont elle alloue son capital, parce que c'est une décision d'allocation du capital, donc allouer le capital, ça veut dire est-ce que est-ce que je paye les dividendes en priorité, ou bien je repaye la dette, ou bien je relance le processus de croissance en faisant des acquisitions. Donc voilà, ou bien je rachète des actions. Voilà les décisions liées à l'allocation du capital. Ici, nous avons une entreprise qui choisit verser un dividende qui est à peu près stable et croissant dans le temps. Il y a une possibilité de croissance supplémentaire parce qu'en date d'aujourd'hui, si la croissance s'arrête, est-ce qu'elle a des marges de 6,5% avec des free cash flow à peu près qui reviennent aux alentours de 31 millions d'euros. Si elle distribue la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, vu qu'elle n'a presque pas de dette, on ne va pas dire qu'elle n'a pas de dette ici, donc elle n'a pas juste de dette ici. Donc, ça revient à peu près à un rendement ici de 4,4%. D'accord? Donc, on a un potentiel de croissance. Donc, si le payout ratio augmente, on peut aller jusqu'à 4,4%. Bon, on est aussi d'accord qu'une entreprise ne distribue jamais la totalité de ses free cash flow. Mais également, s'il y a de la croissance ici en termes de revenus, les free cash flow vont également augmenter. C'est-à-dire que si on a des free cash flow à peu près de 39 millions, donc 39 millions divisé ici par la capitalisation boursière actuelle, donc ça va me donner à peu près un yield on cost dépendamment du rendement des free cash flow de 5,5%. Il y a également un potentiel à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit, tout va dépendre de la croissance de l'entreprise ici. Donc moi, personnellement, s'il fallait acheter cette entreprise à un prix en particulier, j'aurais demandé, voilà, aux alentours des 40 euros, 30 euros, ça pourrait m'intéresser personnellement. D'accord? Franchement, je dirais que ça pourrait m'intéresser personnellement. Donc, celui qui veut investir dans cette entreprise présentement, c'est dépendamment de la croissance. Si la croissance est de 10%, le prix pourrait être plus élevé parce que si on a une croissance de 10% présentement ici aujourd'hui, ça pourrait aller aux alentours de, voilà, je fais ça de tête, aux alentours de 82 euros. Mais tout dépend de la croissance. Attention. Donc ici, n'oubliez pas qu'on a divisé la croissance ici en deux, mais c'est juste un chiffre. Il faut faire parler ce chiffre-là. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on pense que la croissance sera de 5%? Le management pense quoi par rapport à la croissance, etc. La taille du marché, des choses comme ça. Quel est l'environnement dans lequel on opère? Qui sont nos clients? Et comment nos clients pourraient être impactés dépendamment de l'environnement actuel? Si nos clients sont en majorité dans le secteur automobile, ça veut dire que s'il y a augmentation des taux d'intérêt, il y aura peut-être diminution des dépenses liées au consulting. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut anticiper les choses. D'accord? Et on recherche avant tout la stabilité ou la croissance des revenus parce que quand on investit, on veut faire des prévisions sur des données qui sont à peu près stables, d'accord? Ce sont des prévisions et ces prévisions-là doivent être soutenues par vos connaissances générales de l'entreprise. Donc ici, aujourd'hui, on se dira que OB, ce n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais ça dépend énormément de la croissance parce que le prix est juste correct ici, sans croissance, d'accord? Donc, si vous voulez aller plus loin, creuser, c'est une belle entreprise que je vais mettre dans la watchlist. Donc, des actions de qualité qui méritent d'être dans n'importe quelle entreprise parce que j'aime les entreprises qui n'ont pas énormément de dépenses en capital. Et en période d'inflation, quand vous n'avez pas de dépenses en capital, il n'y a pas de matière première, théoriquement. Soit à la fin de la journée, la matière première, c'est votre cerveau et votre réputation. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.